Est-ce que la même chose sera faite pour des Palestiniens français, puisqu'il y en a aussi? Et sa réponse a été il ne faut pas tout mélanger. Il y a ceux qui partagent nos valeurs et nos modes de vie, et il y a ceux qui sont des victimes et qu'on a tués, et il y a ceux qui sont des victimes collatérales d'une guerre, et donc ceux-là ne doivent pas être traités de la même façon. Donc on voit comment cette inégalité des vies est profondément ancrée non seulement dans le nombre de personnes qui sont tuées par la guerre, par la famine, etc., mais également par la manière dont on conçoit ces vies. Didier Fassin, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes médecin, anthropologue et sociologue, professeur au Collège de France. Vous avez publié cette année, en 2024, en début d'année avec Anne-Claire Desfossés, l'ouvrage « L'exil toujours recommencé ». Là, vous revenez en cette rentrée avec un nouvel ouvrage, « Une étrange défaite », et dans lequel vous parlez de Gaza, de sa dévastation, et aussi du massacre de sa population par l'État d'Israël. Cet entretien fait suite à ce qu'on a pu faire avec Ronnie Broman, Alain Grèche, et il me semblait important d'en parler en cette rentrée par rapport à ce qui se passe. Tout d'abord, je vais en venir au titre de l'ouvrage qui s'appelle « Une étrange défaite », qui fait référence à Marc Bloch, un important historien, figure notamment de l'École des Annales. C'est un livre qui analysait les raisons de la défaite des élites françaises, notamment lors de la bataille de France. Pourquoi avoir choisi ce titre en hommage à Marc Bloch? Quelles sont les similitudes qu'on peut faire entre ce qui s'était passé lors de la bataille de France et puis ce qui se passe actuellement à Gaza? Alors effectivement, vous avez raison de dire que c'est une forme d'hommage modestement bien sûr, à ce grand livre de Marc Bloch. Et bien que les situations soient totalement différentes que nous examinons, je crois qu'il y a quelque chose dans notre projet commun qui est similaire, à savoir la volonté, dans un moment très particulier de notre histoire. Dans son cas, il s'agissait de la défaite de l'armée française face à l'armée allemande en 1940. Et dans mon cas, il s'agit de la guerre qui était menée à Gaza. Et je me suis intéressé plus particulièrement et j'ai écrit sur les 6 premiers mois de cette guerre. Il s'agissait donc, dans nos 2 cas, de faire une analyse, de tenter en tout cas, de proposer des éléments de compréhension et au fond, de laisser quelque chose comme une archive. Et les situations, encore une fois, sont très, très différentes, mais l'intention est bien celle-ci, c'est de se dire que nous traversons aujourd'hui une période d'abdication morale, de consentement, finalement, c'est le sous-titre du livre, à l'écrasement d'un peuple et d'un territoire, et que cela appelle une réflexion. Alors, Marc Bloch, lui, était sur le terrain militaire, je me situe sur le terrain moral, et donc j'essaye de comprendre, et je pense que en tout cas, c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est que d'une part, il était extrêmement difficile de s'exprimer, ou en tout cas d'exprimer des voix qui soient dissonantes par rapport au discours dominant, qui était celui des gouvernants, d'une partie des élites, d'une partie aussi des médias. Donc, beaucoup ont été stigmatisés, ont été parfois réprimés aussi, convoqués devant le juge pour certains. Et donc, dans ce contexte-là, l'autocensure s'est beaucoup développée. Et je me suis dit qu'il était important que certains d'entre nous, je ne suis évidemment pas le seul, prenions sur nous, même si cela comportait des risques, d'essayer de comprendre
et de donner à comprendre. Et je dirais d'autant plus que je crois qu'il y avait une attente d'une partie du public qui n'était pas satisfaite de ce discours dominant qui était tenu. Et puis l'autre élément qui m'a semblé important et qui m'a amené à écrire, c'est que je me suis rendu compte qu'au bout de 6 mois, il commençait à y avoir un révisionnisme historique. C'est-à-dire qu'on commençait à réécrire l'histoire parce que des choses horribles étaient en train de se dérouler. À partir du 7 octobre. C'est-à-dire à partir, disons, du mois de février-mars 2024, lorsque notamment la Cour de justice internationale a considéré, sur une intervention et une sollicitation de l'Afrique du Sud, a considéré qu'il y avait beaucoup d'éléments compatibles, plausibles était le terme, avec l'idée de génocide, et que donc il fallait tout faire pour prévenir ce possible génocide dont seule une décision et après une longue analyse juridique permettra de dire si légitimement on peut parler de génocide. Mais en tout cas, à partir de février-mars, on voit se dessiner une réécriture de l'histoire dans laquelle les gouvernants, les élites, commencent à vouloir manifester un peu d'empathie à l'égard des Palestiniens, s'attachent à demander un cessez-le-feu dont ils avaient pu dire avant qu'il s'agissait d'une parole antisémite que de réclamer ce cessez-le-feu. Et donc, face à ce révisionnisme, il m'a semblé important qu'un certain nombre d'entre nous laissions une trace de ce qu'avaient été ces 6 premiers mois à partir de ce moment extrêmement douloureux pour les Israéliens qu'a été l'incursion meurtrière de Palestiniens et d'organisations palestiniennes dans le sud d'Israël. Vous parliez du révisionnisme qu'il y a eu, et justement dans l'ouvrage, il y a énormément... vous parlez aussi du fait que on a l'impression que tout commence à partir du 7 octobre, alors qu'en fait, l'histoire, elle est longue. Et vous parliez notamment même aussi du côté des politiques, mais aussi même dans la recherche. Il y a eu énormément de débats qui ont été assez houleux, et des personnes qui ont peut-être aussi ignoré ou tenté d'ignorer ce qui s'était produit avant ou ce qui s'est produit après. Et comment expliquer en fait ce renoncement, à la fois moral et politique, de la part à la fois de ces politiques, mais aussi de personnes qui sont dites intellectuelles, de milieu de la recherche, qui ont pourtant les éléments pour tout simplement faire retracer l'histoire en fait de ce conflit, qui n'est pas simple, qui n'est pas le conflit Israël-Hamas, mais bien le conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Effectivement, les mots sont importants, et les mots, comme je l'ai écrit, ont été très abîmés. Par exemple, en parlant de guerre Israël-Hamas, ou bien en opposant le massacre qui avait eu lieu le 7 octobre et la riposte, c'est le terme qui est utilisé, qui produit cette destruction et cet écrasement de Gaza et de sa population. Et donc, je crois que les mots sont importants. Il ne faut certainement pas sous-estimer, et j'en ai eu le témoignage par des amis aux États-Unis et en France, juifs, qui ne se sentaient pas du tout reliés par leur histoire personnelle ou par l'engagement politique à l'État d'Israël, et qui, le 7 octobre, compte tenu de ce qui a été rapporté, et surtout rapporté au départ, puisqu'un certain nombre d'éléments ont ensuite été démentis, mais en tout cas ont été très profondément traumatisés, et je pense que ça concerne un grand nombre de personnes qui, qu'elles soient juives ou non d'ailleurs,
Et donc, il y a eu cette réaction. Et d'une part, du côté des gouvernants, mais aussi du côté d'une grande partie des élites et d'un certain nombre de journalistes, cette idée d'un droit à se défendre. Alors, bien entendu, on peut justifier la nécessité pour tout État souverain ou même pour tout groupe social de vouloir se défendre contre une attaque, mais sans qu'il y ait ensuite la moindre limite opposée. Et donc, le récit officiel, qui a été bien sûr celui développé par le gouvernement israélien, mais celui aussi perçu à travers le traumatisme par une grande partie des Israéliens et même au-delà de ce que beaucoup appellent la diaspora juive dans le monde entier, eh bien, et ça a été repris par les gouvernants, l'idée que tout commençait le 7 octobre. Et évidemment, pour les historiens, mais aussi pour les Palestiniens eux-mêmes, il y a une histoire avant. Il y a une histoire, et c'est une histoire complexe. Le professeur de Columbia, Rachid Khalidi, a raconté cette histoire qu'il appelle la guerre de 100 ans, en remontant à 1917, la déclaration Balfour. Donc, on peut aussi remonter à la création de l'État d'Israël, 1948, où on peut... Théodore Herzl aussi avec le sionisme. On peut remonter à la fin du 19e siècle, effectivement, avec la naissance du sionisme et la déclaration de Théodore Herzl disant que le projet sioniste était un projet colonial, sur ces termes. Donc, il y a plusieurs manières de raconter cette histoire, mais même si on se place sur la période la plus récente, c'est-à-dire après 67, la guerre des 6 jours et les grandes résolutions des Nations Unies demandant la fin de l'occupation des territoires palestiniens et de l'oppression des populations palestiniennes, eh bien, cette histoire-là a été effacée. Or, il se trouve que, d'une part, il y a eu une recrudescence des violences dans les années qui ont précédé. Il n'y a jamais eu tant de morts, en dehors évidemment des interventions armées de l'État d'Israël à Gaza, mais il n'y a jamais eu tant de morts à Gaza et en Cisjordanie que dans les années qui ont précédé, c'est-à-dire 2022-2023. Donc, il y a cela. Et d'autre part, il y a eu une série de provocations. Le Premier ministre israélien est allé aux Nations Unies en arborant une carte d'Israël qui incluait la Cisjordanie et Gaza comme n'existant plus en tant que territoire palestinien, mais faisant partie. Et on sait que ça fait partie de la plateforme fondatrice du Likoud, il y a presque une quarantaine d'années, qui affirme la volonté de conquérir l'ensemble de la Palestine. Donc, tous ces éléments-là qui sont pas l'histoire remontant à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais remontant aux années, voire aux semaines qui ont précédé l'intervention du Hamas et les massacres qui en ont été la conséquence, eh bien tout cela a été effacé. Et si vous écoutez ou vous écoutiez ou regardiez les informations en France ou aux États-Unis, eh bien, il était toujours question de la guerre à Gaza à la suite des événements du 7 octobre ou à la suite des attaques du 7 octobre. Le langage pouvait varier selon... mais rien n'était donné avant. Et je crois que pour tout le monde, y compris bien sûr pour les Israéliens eux-mêmes,
c'est très important de pouvoir restituer, et en tout cas quand on fait des sciences sociales, c'est essentiel, de pouvoir essayer de comprendre. Moi, mon objectif dans ce livre, ça n'est pas de dénoncer, c'est de donner à comprendre, en sachant que je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient, à la différence d'Alain Grèche et de Ronnie Broman, dans des contextes très, très différents, certes. Mais vous avez L'un été comme touché. journaliste Ouais. et l'autre comme responsable humanitaire. Mais d'une part, c'est une question à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, et j'ai même travaillé sur les actions humanitaires menées en Palestine et en Israël, et sur la question du traumatisme en particulier, il y a déjà un certain nombre d'années. Mais surtout, le sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis plusieurs décennies, ce sont les questions morales et les enjeux politiques et le lien entre les deux. C'est le titre de ma chaire au Collège de France. Et donc, ce dont je parle, c'est ce qui s'est passé au cours des 6 mois qui ont suivi le 7 octobre, c'est-à-dire sans minimiser la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais en essayant de comprendre ce qui s'est passé avant et en essayant d'interpréter ce qui s'est déroulé après. Oui, c'est la démarche de sciences sociales, c'est vraiment de resituer quelque chose sur le plan historique. Et là, vous parliez du poids des mots, mais en fait, ce qui est aussi intéressant avec ce qui s'est déroulé, c'est le poids aussi des images, et je pense que ça a dû jouer aussi, et d'ailleurs, vous l'évoquez, le poids des images, parce qu'on a eu finalement que les images du 7 octobre, mais pendant un certain nombre d'années, on n'a pas eu ces images de tout ce qui a précédé, et ce qui a participé forcément, et elle est légitime, à cette colère, mais c'est aussi, ce qui est fou, c'est de se dire que, et vous en parliez dans l'ouvrage, c'est toute la désignation, la qualification de toutes les personnes qui souhaitaient un débat, de terroristes, de personnes qui étaient antisémites, enfin, et ça part, j'ai l'impression aussi de ce poids des images où d'un côté, la population palestinienne n'a pas forcément toujours ses moyens là, de pouvoir s'exprimer, n'a pas forcément toujours accès à ces médias, et d'ailleurs, les médias ne désirent pas en parler, et on peut prendre le cas d'I24 News, même de BFM, et dans l'ouvrage, vous l'évoquez, c'est assez fou, quoi. Alors effectivement, le rôle des médias est très très important. Il est très important parce que il va définir ce que la majorité des gens qui ne sont pas évidemment des spécialistes, qui ne vont pas aller chercher sur des sites qui ne sont pas des médias dominants, des informations complémentaires à celles qu'on leur donne. Donc ils écoutent la radio, ils regardent la télévision. Dans certains cas, ils lisent les journaux, et tout ça, évidemment, est nécessaire. Mais du coup, ils vont être formatés par cette image. Donc, on va avoir le Hamas comme groupe terroriste, on va avoir la légitimité de la défense de l'État d'Israël, et surtout, ensuite, quand les choses vont commencer à se déployer en quelque sorte, eh bien, et ça je l'ai étudié d'assez près, et à la fois à travers mon expérience, mais aussi à travers les interventions qui ont été celles de journalistes qui se sont plaints de la manière dont l'information était diffusée, que ce soit à la BBC, que ce soit au New York Times, que ce soit alors beaucoup plus discrètement dans les médias français. J'en ai eu des témoignages. Ce dont je me suis rendu compte, et chacun peut le vérifier, c'est que nous avions des reportages, et c'est important de les avoir, sur ce qui se passait en Israël, sur par exemple l'émotion et l'indignation des familles d'otages, sur la crainte que pouvait exprimer d'une attaque iranienne ou du Hezbollah sur le territoire israélien. Donc on avait tous ces échos, et on n'avait rien du côté palestinien. Alors bien sûr, on peut dire tous les médias se trouvent à Jérusalem ou en Israël, et aucun en Palestine, et en tout cas de ces grands médias. Et
bien entendu, on peut aussi considérer que c'était particulièrement difficile d'être présent à Gaza. Mais en réalité, bien sûr, il y a eu il y a eu des informations. Si on lit The Intercept ou Mondo Vice aux États-Unis, si on lit Plus 972 en Israël, si on regarde Al Jazeera, si on lit Orient 21, etc., eh bien, on a d'autres informations qui sont possibles. Et alors, des images ont été faites, des reportages ont été réalisés. Il y a quand même eu plus d'une centaine de journalistes qui ont été tués. Mais c'était des journalistes qui faisaient leur métier, qui transmettaient. Donc l'explication qui était on n'avait pas d'informations sur ce qui se passait en Palestine, notamment à Gaza, évidemment, est totalement infondée. Et donc, pour n'en donner qu'un exemple, lorsqu'il y a eu la libération de 4 otages, il y a un mois environ, par l'armée israélienne. J'ai écouté les informations et évidemment, on a eu des reportages côté israélien sur la joie des familles, leur soulagement, sur l'enthousiasme qui a été manifesté autour de cette action de l'armée. Le président français s'est exprimé, de même que le président états-unien, pour se réjouir de cette libération des otages. Et en fin de reportage, on a une demi-phrase pour dire que 274 Palestiniens, essentiellement des civils, presque tous des civils, ont été tués à l'occasion de cette libération. J'ai fait un petit compte sur une radio nationale, 24 fois plus de temps consacré à la libération des otages, événement heureux bien sûr, et à ce qu'on appelle aujourd'hui le massacre de Nuseirat du côté palestinien. Donc, tout a été de cette manière présenté de façon à ce que, au fond, on détermine la manière dont des gens qui sont de bonne foi, qui sont essaient de comprendre ce qui se passe, voient d'une certaine manière les rapports de force. Dans le livre, il y a, par rapport à ces rapports de force et par rapport justement au contexte où on est dans nos sociétés occidentales aussi dans des questions de mémoire, mais aussi par rapport à la colonisation passée, par rapport à des génocides que les sociétés occidentales ont pu produire. À un moment dans l'ouvrage, vous parlez de ce qui s'est passé en Namibie, et d'ailleurs vous avez fait une tribune là-dessus en montrant qu'il y avait quand même des similitudes et qu'il y avait aussi des contradictions, notamment par exemple de l'Allemagne par rapport à d'autres pays qui historiquement ont produit des choses et puis qui aujourd'hui font appel à ce devoir de mémoire, mais qui parallèlement, en fait, alors qu'il y a un génocide qui se produit, enfin, évidemment ce que vous expliquiez tout à l'heure, il y a un débat autour de ça, mais en l'occurrence, il y a des personnes qui décèdent et en fait, il se produit rien. En fait, il n'y a pas cette réponse qui est normalement qui devrait être apportée en fait. Et c'est quoi en fait? D'ailleurs, vous pouvez même revenir sur cette similitude. En fait, ce serait intéressant parce que moi, j'ai trouvé ça très parlant. Alors en fait, donc j'ai écrit et publié le 1er novembre 2023, donc 3 semaines à peu près après les événements du 7 octobre. J'ai écrit un papier dans lequel j'alertais sur le risque d'un génocide. Je dois dire que j'étais loin d'être le premier à le faire. Une semaine plus tôt, 10 jours plus tôt, 800 universitaires du monde entier avaient signé un papier dans cette direction, que 9 rapporteurs spéciaux des Nations Unies avaient alerté de la même manière sur un risque de génocide. Et le grand spécialiste de la Shoah et des génocides, Omer Bartov, avait, à Brown University, avait lui aussi alerté sur un discours génocidaire, une intention manifestée génocidaire de la part des gouvernants israéliens qui risquait de déboucher sur des actions génocidaires. Ce sont ces termes.
Donc il y avait cette précédence, en quelque sorte. Mon article ne faisait au fond que souligner peut-être un peu plus pour un public français ce qui déjà, dans la communauté internationale, était un sujet important, y compris, encore une fois, au niveau des Nations Unies et des experts en matière de génocide. Et pour essayer de rendre compréhensible cette situation, j'ai fait un parallèle avec un cas que je connais pour avoir travaillé en Afrique du Sud et en Namibie, qui est celui de ce qu'on considère généralement comme le premier génocide du XXe siècle, qui est celui des Hereros et également des Namas, mais principalement des Hereros, par l'armée et les colons allemands dans cette région qui n'était pas encore la Namibie, mais qui était en train de devenir une colonie allemande. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est bien sûr toutes les situations historiques sont différentes, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait un enchaînement qui était en train de se dérouler et dont le troisième moment était le moment sur lequel nous devions avoir toute notre attention portée. Le premier moment, dans le cas des Hereros, c'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle, une colonisation qui débouche sur un accord entre les colons allemands et les populations autochtones, et en particulier Herero. Très rapidement, cet accord est violé par les colons qui continuent à s'emparer des terres, les meilleures terres notamment des Herero, qui était un peuple d'éleveurs, et donc ils s'emparent de plus en plus de terres. Il y a des personnes qui sont assassinées, etc. Des violences qui sont commises, des humiliations de ces Herero. Et à un moment donné, un groupe de soldats de Herero va attaquer des colons et fait un massacre de personnes qui sont des civils. On pense qu'il y a de l'ordre de 120 ou peut-être un peu plus personnes qui sont tuées à cette occasion. Donc ça, ce sont les deux moments. Un moment où un accord a été violé et une oppression et une occupation se sont développées. Un moment ponctuel mais dramatique au cours duquel des civils sont tués en réaction. Et puis derrière ça, l'armée allemande, un contingent de l'armée allemande est envoyé dans le pays et va décider que le choix sera donné aux Herero, soit de quitter le pays, donc ce qu'on appelle aujourd'hui une épuration ethnique, soit d'être massacrés. Et finalement, c'est le choix de l'annihilation de la population Herero qui est fait, annihilation qui passe par les armes et qui passe également par le refoulement dans le désert pour les condamner à l'inanition et à l'assoiffement. Et donc, on estime que 80 000 personnes, sont une grande partie donc, de la population Herero, va mourir à ce moment-là. Et donc, je faisais le parallèle, évidemment, encore une fois, en disant que comparaison n'est pas raison, mais je faisais le parallèle en disant, voilà, il y a eu la création d'un État d'Israël qui devait s'accompagner d'un État palestinien qui ne l'a jamais été, mais qui, en principe, lors de la création de l'État d'Israël, c'était le deal, en quelque sorte, qui était fait. Et en 1967, il y a eu une guerre très brève, gagnée par les Israéliens, et qui a débouché sur une occupation de Gaza à l'époque et de la Cisjordanie, suivi d'une oppression, d'une colonisation.
Et donc on a là et alors condamné par les résolutions des Nations Unies multiples. Et donc, à un moment donné, se produit cette réaction qui évidemment est tragique d'une intervention sanglante en Israël. Et donc, quand on voit la réaction qui se déclenche presque immédiatement, et surtout les discours qui sont tenus à ce moment-là, il faut se rappeler que le Premier ministre israélien, à ces mots, rappelez-vous d'Amalek, référence à la Bible, Amalek étant l'ennemi juré symboliquement des Juifs, et donc dans le texte sacré, il est dit qu'il faudra que tout le monde devra être exécuté, les hommes, les femmes et les nourrissons. Donc ça n'est pas négligeable. Le président israélien lui-même intervient pour dire que c'est toute la nation palestinienne qui est responsable de ce qui s'est passé, et pas simplement le Hamas. Et que par conséquent il faut lui casser l'échine. Et puis on a une série de déclarations de ministres qui disent qu'il faut couper l'eau, l'électricité et toutes les ressources pour que disparaisse la population palestinienne. Et donc on a ces discours terribles qui sont à ce moment-là et dont on peut craindre qu'ils débouchent avec un langage qui est assez proche de celui du général von Trotta qui était intervenu pour l'Allemagne, un langage d'annihilation. Et d'ailleurs, il y a un chef de l'armée qui dit « Nous voulons que Gaza soit un endroit qui devienne invivable. Il n'y aura le choix pour les Palestiniens qui s'y trouvent, je le cite littéralement, soit de rester et de mourir d'inanition, soit de partir. » Donc on a exactement le même langage. Alors ça ne veut pas dire que pour le reste, les situations sont très très différentes. Mais effectivement, ce parallèle-là a choqué un certain nombre de collègues qui ont réagi vivement. Il a été par ailleurs repris aussi par d'autres. Il y a un article, par exemple, dans la London Review of Books de Eyal Weizmann qui reprend ce parallèle que j'ai fait en l'entérinant en quelque sorte. Et puis, je me suis rendu compte que, je n'ai jamais pensé être original, mais je me suis rendu compte que 10 ans avant ce texte et 10 ans avant donc les événements dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, un grand expert israélien juif de la Shoah et des génocides interpellait ses concitoyens en disant « Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les Allemands et les héros. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui y ressemble beaucoup. » Alors, on était 10 ans avant le 7 octobre. Autrement dit, il y a ce fil-là qui existe et qui peut permettre de penser, dans ce que je proposais en tout cas, c'était à la fois de penser, mais aussi de dire il faut absolument prendre conscience de ce qui est en train de se passer et essayer de réagir pour empêcher le pire. Hein. Et au fond, ce que je dis à ce moment-là, c'est à peu de choses près ce que va dire la Cour internationale de justice 3 mois plus tard, évidemment avec beaucoup plus d'arguments et un développement beaucoup plus élaboré que le mien, mais c'est-à-dire la plausibilité d'un génocide en train d'être commis, et donc la nécessité absolue de tout faire pour le prévenir. Puis il y a aussi, dans ce que vous venez de dire, et ce que vous évoquez aussi dans la dernière partie de l'ouvrage, il y a une volonté aussi d'effacer la culture, d'effacer ce qui fait aussi la force de la Palestine.
à la fois sa culture, ses valeurs, sa richesse, mais aussi même son économie. Vous dites à un moment dans l'ouvrage qu'il y a aussi une économie qui est certes assez balbutiement, mais qui est aujourd'hui complètement éteinte, ce qui empêche aussi, ce qui en fait asphyxie la population, et ce qui aussi les empêche de se nourrir correctement. Il y a vraiment une volonté vraiment de les éteindre. Et comme vous le dites, il y a aussi cette phrase que vous dites dans l'ouvrage aussi, par rapport à ce que vous venez de dire par rapport aux héros en Namibie, vraiment, soit vous partez et vous revenez jamais, soit on va vous éteindre, quoi, en fait. Alors effectivement, ce qui est particulièrement, disons, à la fois tragique et en même temps qui donne toute sa singularité par rapport à d'autres situations de massacres qui ont fait, ou de génocide dans le monde, y compris les dernières décennies, qui ont fait beaucoup plus de morts, c'est la destruction systématique de tout ce qui fait l'existence, l'identité, la culture d'un peuple. Et d'ailleurs, le ministre des Finances et des Colonies de l'État d'Israël, lorsqu'il était venu à Paris quelques mois avant le 7 octobre, avait dit il n'existe pas de peuple palestinien. Donc, on commence par dire qu'il n'y a pas de peuple palestinien et ensuite on détruit tout ce qui fait la richesse de ce peuple. Il faut quand même se souvenir de notre indignation en tant que pays occidentaux de la destruction par les talibans des statues de Bamiyan. Et l'absence de réaction devant la destruction à Gaza de mosquées, d'églises historiques qui remontent à des centaines d'années. Pas plus de réaction du reste des universitaires, c'est-à-dire plus exactement des institutions académiques, devant la destruction de tous les lieux d'enseignement supérieurs, les présidents d'université qui sont tués, des professeurs qui sont abattus, des étudiants qui sont assassinés, et toutes ces écoles dans lesquelles se réfugient non seulement des élèves, mais aussi des familles, après que l'armée israélienne leur a demandé de partir de là où elles étaient pour aller ailleurs, et qui sont détruites. C'est-à-dire que, comme le dit Catherine Haas, qui est une chercheuse sur la guerre, et elle parle de ce qui s'est passé à Gaza, et elle dit on a voulu supprimer cette culture tellement riche de la société palestinienne. Je renvoie à cet égard à la très belle exposition qui a été réalisée il y a quelques mois à l'Institut du monde arabe, qui s'intitulait Ce que la Palestine apporte au monde. Ce que la Palestine apporte au monde. Une très belle exposition avec des œuvres à la fois palestiniennes, mais aussi internationales, en hommage ou en mémoire de la Palestine, et de ses, y compris de ses poètes. Il y avait une section sur Mahmoud Darwish, par exemple. Des projets aussi qui existaient parce que c'est une des choses que on comprend très mal dans les pays occidentaux, c'est on diabolise les Palestiniens, et notamment, évidemment, les organisations, que ce soit le Fatah il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais le Hamas aujourd'hui et d'autres. Et on oublie qu'il y a une demande de paix, une demande de vivre en
en harmonie avec ce qui a été leur terre pendant des centaines d'années, leur terre palestinienne. Et donc, l'idée qu'il serait possible d'avoir deux États, ou pour certains d'en avoir un seul, mais pour la plupart d'en avoir deux. Ce qu'évoquait Ronnie Broman notamment. Absolument. Et il y a, par exemple, une organisation aujourd'hui israélo-palestinienne qui s'appelle A Land for All, qui veut dire un pays pour tous, une terre pour tous, avec deux États et une terre dans laquelle il serait possible de circuler, l'exemple étant l'Union européenne où on peut passer d'un pays à l'autre. Donc il y a cet espoir qu'on trouve chez les Palestiniens, évidemment, parce qu'ils subissent la guerre, mais aussi chez des Israéliens. Et ça, c'est ce que évoquait notamment Ronnie Broman avec la personnalité de Marwan Barghouti, qui revient aussi dans votre ouvrage, qui pourrait faire cette liaison entre à la fois Israël et Palestine. On parlait de justement cet effacement de la culture, cet effacement même de la vie. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et puis lors de nos échanges, avant d'enregistrer, du coup, j'ai lu votre ouvrage Une vie, dans lequel vous étiez intéressé aux formes de vie, à l'éthique de la vie, aux politiques de la vie, dans lequel vous croisiez plusieurs chercheurs, plusieurs travaux, pour essayer de comprendre ce que signifiait la vie et dans toute sa précarité, et vous montrer justement que la précarité, on est tous impactés, la vie, elle est précaire, mais que cette précarité, elle diffère selon les individus, selon l'endroit où on se trouve, etc. etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement quel est le rapport des sociétés. On a les sociétés occidentales par rapport à ce qui se déroule actuellement à Gaza, et parce qu'en fait, on a comme l'impression que ces vies-là, en fait, elles ne comptent pas. En fait, et ce que vous expliquez dans l'ouvrage, c'est que notre rapport à la vie change et diffère avec le temps. Et est-ce qu'il y a eu un basculement, en fait, ces dernières années, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza? Est-ce qu'on ne considère pas aussi dans nos sociétés occidentales que cette vie vaut moins que, par exemple, que la vie d'un Ukrainien ou d'autres conflits qui se trouvent dans le monde? Alors, il est certain que cette inégalité de la valeur des vies, c'est un phénomène qu'on rencontre sur l'ensemble de la planète, du reste. C'est ce à quoi j'avais consacré la leçon inaugurale que j'avais faite au Collège de France, qui s'intitulait de l'inégalité des vies. Donc, c'est un phénomène qui n'est ni nouveau, ni spécifiquement lié à tel ou tel pays. Mais c'est vrai que le cas de la guerre à Gaza, et d'ailleurs on pourrait dire des guerres à Gaza, puisque les guerres précédentes ont aussi donné des écarts considérables. Hein. J'ai fait des calculs qui sont basés sur les données à la fois de l'armée israélienne, de l'association B'Tselem et des enquêtes internationales indépendantes qui ont été menées par les Nations Unies, et dans lesquelles on voit qu'il y a plus de 100 et souvent 200 fois plus de morts côté civil palestinien que côté civil israélien. Et cet écart est encore plus grand pour ce qui concerne les enfants. Et là, c'est ce qui est à nouveau en train de se produire, avec des proportions évidemment beaucoup plus grandes. À cet égard, on a beaucoup entendu contester les chiffres qui sont aujourd'hui supérieurs à 40 000 morts à Gaza. En réalité, il y a là quand même quelque chose d'extrêmement cynique, dans la mesure où l'on sait que par des travaux qui ont été menés sur d'autres guerres, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, on sait que le nombre de morts qui sont identifiés au moment des combats représente de l'ordre du quart ou du cinquième de l'ensemble des morts
qui sont liées. Alors, dans le cas de Gaza, on pense qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont enterrées sous les décombres des bâtiments ou mis dans des fosses communes, des corps que, pour la plupart, on ne retrouvera jamais parce qu'ils seront déblayés par des bulldozers. Mais au-delà de cela, il y a tous ceux qui sont victimes des blessures, mais qui meurent du fait de leurs blessures non soignées, de la malnutrition, des maladies qui sont en train de se multiplier et de l'absence de système de soins, puisque Israël a systématiquement détruit les hôpitaux et les structures sanitaires de Gaza. Alors, on se rappelle certainement qu'il y avait eu au début de la guerre cette polémique autour de une bombe est tombée sur l'hôpital Al-Shifa. Était-elle due à un mauvais tir du Hamas ou était-elle due à un bombardement israélien? Le New York Times, après une longue enquête, concluait qu'il n'était pas possible de déterminer. Mais en réalité, depuis, il n'y a plus aucune gêne de la part de l'armée israélienne à détruire les hôpitaux, quelles que soient les raisons qui ont pu être invoquées pour le faire. Donc, tous ces éléments-là font qu'un article de la plus grande revue médicale internationale, The Lancet, il y a quelques semaines, parlait de 186 000 morts qui seraient plus proches de la réalité. C'était par rapport à des données du début de l'été. Je pense qu'on arrivera très certainement, si des enquêtes épidémiologiques sérieuses sont faites ou démographiques sérieuses sont faites, comme ça a été le cas dans d'autres pays où il y a eu la guerre, on arrivera probablement à des chiffres de l'ordre de 200 000 morts. Donc les chiffres dont on dispose aujourd'hui sont très sous-estimés. Mais il y a deux éléments que je voudrais ajouter à cela. Le premier, c'est que, comme le dit une association qui a été créée en Palestine et qui s'appelle We Are Not Numbers, c'est que les raisonnements comme celui que je suis en train de tenir ne tient compte que des chiffres. Ces chiffres sont importants, évidemment, mais c'est comme si la vie n'existait qu'à travers sa disparition, c'est-à-dire le compte des morts. Or, bien sûr, la vie, la vôtre, la mienne, toutes les vies, c'est tout ce qui s'est passé entre la naissance et la mort, comme le dit Hannah Arendt. Et elles sont uniques. Et elles sont à chaque fois uniques. Et donc, si on veut juger de l'inégalité des vies, il faut aussi voir que sont ces vies. Quelle est la différence, par exemple, entre la vie d'un jeune Israélien qui va faire des études dans son université, qui va pouvoir aller s'amuser le soir, qui peut se déplacer comme il le veut dans son pays et dans le monde, et la vie d'un jeune Palestinien qui est peut-être à tout moment arrêté. Et on sait qu'il y a de très nombreuses... un phénomène qu'on trouve en Israël et pas seulement, parce qu'on le trouve également aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs, de ce qu'on appelle de la détention indéfinie, hein, sans charge et sans procès. C'est-à-dire des gens auxquels on ne dit rien reproché, mais qu'on garde enfermés. Donc il y a ces emprisonnements, il y a avec ce qui va avec en termes de sévices qui les accompagnent, il y a cette impossibilité de circuler, hein, les checkpoints qui rendent simplement le fait d'aller à son travail en Israël lorsque c'est le cas, d'aller accoucher dans une maternité pour une femme enceinte, etc. Tout cela, c'est ce qui fait la vie. Et il ne s'agit pas de misérabiliser un côté en idéalisant l'autre, mais on voit bien qu'il y a là un déséquilibre. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport aux morts. Les morts, ce n'est pas simplement des statistiques, c'est aussi la manière dont on peut les traiter. On l'a vu pendant cette guerre. Et les victimes du 7 octobre ont été honorées,
ont pu avoir les rituels religieux qui s'appliquaient au respect de leur corps. Aujourd'hui, pour les Gazaouis, c'est le plus souvent impossible, soit parce que les corps sont sous les décombres, soit parce que les corps ne sont pas rendus par l'armée israélienne aux familles, soit parce qu'ils sont mis dans des fosses communes, soit tout simplement parce qu'il n'est pas possible d'honorer ces morts de façon normale. Donc jusque-là, jusque dans cette manière d'honorer, de donner un sens qui est tellement important pour les familles endeuillées, eh bien, on voit encore ces inégalités. Et on en a eu malheureusement la confirmation par cette déclaration de l'ancien président français qui interviewé à propos d'un hommage national qui a été rendu aux Israéliens français qui avaient été tués le 7 octobre, hommage qui, bien sûr, est tout à fait légitime. Et quand on lui a demandé, mais est-ce que la même chose sera faite pour des Palestiniens français, puisqu'il y en a aussi, et sa réponse a été, il ne faut pas tout mélanger. Il y a ceux qui partagent nos valeurs et nos modes de vie, et il y a ceux qui sont des victimes et qu'on a tués, et il y a ceux qui sont des victimes collatérales d'une guerre, et donc ceux-là ne doivent pas être traités de la même façon. Donc on voit comment cette inégalité des vies est profondément ancrée, non seulement dans le nombre de personnes qui sont tuées par la guerre, par la famine, etc., mais également par la manière dont on conçoit ces vies. Et qu'on retrouve même dans les questions de migration, où on a comme l'impression qu'un migrant ukrainien, sa valeur de sa vie est peut-être plus importante que celle d'une personne qui vous avez fait énormément d'écrits là-dessus, mais par rapport même à la jungle de Calais, quelqu'un qui vient d'arriver et qui vit dans des conditions qui sont complètement délétères. C'est pas du tout le même rapport. Alors effectivement, il se trouve que presque à quelques mois d'intervalle, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc une immigration massive de gens qui ont été accueillis dans toute l'Europe, et notamment d'ailleurs en Pologne, où il y a une tradition de présence ukrainienne. La France en a recueilli finalement très, très peu, mais en tout cas, le président de la République avait exprimé à ce moment-là son soutien et sa volonté d'accueillir dans des conditions, de bonnes conditions, les Ukrainiens. Lorsque, à quelques mois d'intervalle, il y a eu la chute de Kaboul, en réalité, les persécutions par les talibans avaient commencé bien avant, plusieurs années avant, et les départs d'Afghanistan avaient commencé avant la chute de Kaboul. Mais lorsqu'il y a eu cette chute de Kaboul, la réaction du président a certes été de déplorer la situation qui allait être vécue par les Afghans et notamment les Afghanes, mais il a été immédiatement aussi de craindre, selon ses mots, un flux d'arrivées irrégulières. Donc on voit bien comment les Ukrainiens étaient les bienvenus et comment les Afghans étaient perçus comme menaçants. Sachant que dans le même temps, il y a même le statut de demandeur d'asile, il a complètement été vidé de son sens aussi, qui est pourtant... Alors, il a en tout cas... pas forcément vidé de son sens, mais avec un traitement qui est parcimonieux, qui est différent selon les pays européens d'ailleurs. La France fait partie des pays qui accordent le moins facilement l'asile, alors qu'elle n'est pas le pays qui reçoit le plus de demandes. Mais on peut rappeler que à la fin des années 70, plus de 90% des gens qui demandaient l'asile en France l'obtenaient. Au début des années 2000, on était à moins de 10%.
Donc, de 9 sur 10 qui l'avaient, on est passé à 9 sur 10 qui étaient rejetés. Aujourd'hui, les chiffres sont remontés et en France. Et donc, entre les dossiers qui sont examinés à l'OFPRA et ceux qui sont examinés par la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet par l'OFPRA, on arrive à des chiffres qui sont significativement plus élevés, mais qui sont très loin, bien sûr, de ce qu'il y avait avant. Et surtout avec des différences très importantes selon les pays d'origine. Et il y a des choix qui sont à l'évidence faits de... j'ai fait une étude pendant plusieurs mois de ce qui se passait à la Cour nationale du droit d'asile qui montrait que la crainte des persécutions n'était pas le seul élément qui intervenait dans les décisions des magistrats pour accorder ou non l'asile. Parce que c'est une question politique, mais dans la question palestinienne, dans la question du conflit israélo-palestinien, il y a, et vous l'évoquez aussi dans le livre, il y a cette question de la realpolitik qui demeure surtout depuis les années 70, il me semble. La realpolitik, c'est la pratique qui est faite aujourd'hui dans les relations internationales. Et on a l'impression, c'est un peu comme un symptôme de ce qui se passe même actuellement, même à l'échelle nationale, un peu d'une extrême centrisation des relations et qui pose problème, où on a comme le reste, où en fait il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue. Et justement, quel est justement ce problème de la realpolitik, notamment dans le cadre du conflit israélo-palestinien, et qu'on ne constate pas forcément ailleurs? Quel est le poids en fait de cette realpolitik Alors, je pense que c'est une question complexe, ouais. mais en même temps dont les conséquences sont assez faciles à identifier et même évidentes, c'est-à-dire le soutien des pays occidentaux, à commencer bien sûr par les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc., à l'État d'Israël. Soutien qui est un soutien financier, mais qui est aussi un soutien militaire. Il faut se rappeler que l'arme nucléaire, c'est la France qui l'a donné à l'État d'Israël. Il y a déjà longtemps. Avec le général de Gaulle. Avant le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle est celui qui, au contraire, a essayé, voyant l'évolution des choses au Moyen-Orient et le refus de l'État d'Israël de laisser émerger un État palestinien, a souhaité arrêter cette assistance militaire française, mais des engagements, des conventions avaient été pris, et donc ça a continué sous sa présidence. Mais en tout cas, c'est celui qui l'a arrêté. Mais aujourd'hui, bien sûr, ce sont les États-Unis, suivis par l'Allemagne, qui sont les pourvoyeurs les plus importants d'armement en Israël. Et on en a eu encore ces jours-ci des... Vous citez le chiffre de 310 milliards, ce qui est colossal. Il y a eu des... alors, depuis la naissance de l'État d'Israël. Mais effectivement, là, il y a eu de très importantes sommes qui ont été débloquées aux États-Unis pour l'armement d'Israël. Et on voit bien que la question de ce soutien... alors, il relève d'une réelle politique, comme vous le disiez, qui est exprimée de façon très souvent particulièrement explicite en termes de la présence israélienne comme un avant-poste du monde occidental. C'est comme ça que c'est utilisé, d'ailleurs par le Premier ministre israélien lui-même, qui utilise cet argument aujourd'hui pour dire « nous défendons le monde occidental en Israël ». Donc il y a cette idée qu'Israël est l'avant-poste, disons, dans une région troublée et plutôt hostile au monde occidental, ou en tout cas en partie hostile au monde occidental, et avec en contrepoint le développement, notamment depuis le 11 septembre 2001, mais en fait, quand on lit Maxime Rodinson ou quand on lit Édouard Saïd, on se rend compte que ça remonte bien plus loin. Mais en tout cas, un renforcement
d'une triple stigmatisation des Arabes, des musulmans et de ceux qu'on qualifie de terroristes. Or, les Palestiniens sont à la conjonction de ces trois éléments, puisqu'ils sont arabes, ils sont musulmans, et ils ont l'autorité palestinienne a été représentée par une organisation qui a été autrefois qualifiée de terroriste. Le Hamas aujourd'hui est qualifié de terroriste également, et avec en plus cette description par les autorités israéliennes que toute la population gazaoui, voire palestinienne, en fait, est complice du Hamas. Donc on voit bien que ce schéma-là, cette trilogie, arabophobie, islamophobie et peur du terrorisme, se cristallise dans le cas de la Palestine et des Palestiniens. Alors je dirais qu'à côté de ces doubles dimensions géopolitiques et idéologiques, les autres arguments qu'on entend, et notamment la culpabilité du monde occidental, mais c'est-à-dire principalement de l'Europe, pour sa complicité ou son action dans le génocide des Juifs, eh bien, et que ce serait un moteur très important. En fait, je crois qu'il n'est pas, il existe bien entendu, mais c'est plus un argument moral qu'on avance pour ne pas pour occulter en quelque sorte. Même encore une fois, si beaucoup de gens peuvent ressentir les choses de cette manière, pour occulter ce qui, du point de vue de la réelle politique, relève de cette double polarité israélienne et palestinienne que je décrivais. Oui, c'est quelque chose qui est encore plus vrai aujourd'hui quand on voit ce qui se passe même en Inde avec la politique de Modi. Et puis d'ailleurs, on a qui soutient Israël, qui sont très proches. Voilà. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube où on parle de la politique de Modi et du coup, je renvoie les auditeurs. Je mettrai tous les liens parce que tout à l'heure, vous parlez même de votre conférence au Collège de France, tout ça. Du coup, je mettrai aussi tous les liens. Pour terminer cet entretien, parce qu'il me semble que c'est aussi une question qui est importante, mais aussi pour les Israéliens. Et on voit qu'il y a aussi une inquiétude de la part même d'Israéliens qui n'ont rien à voir avec cette politique qui est menée par Netanyahou et qui justement souhaiteraient vivre en paix. Et nous, c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est d'arrêter toutes ces souffrances qui sont même inutiles. Et il y a, si demain, est-ce que vous évoquez, si demain, et ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'il faut absolument empêcher, il y a cette extinction de la Palestine et du peuple palestinien. Qu'est-ce que le regard sur Israël changera? Quels sont les risques en fait pour l'État d'Israël? Pourquoi il faut absolument du coup, en tout cas, s'occuper de cette question-là pour éviter un drame? Alors, je ne pense pas, même si c'est effectivement dans l'intention d'un certain nombre de dirigeants israéliens, et de chefs religieux, je ne pense pas qu'il y aura une extinction ou une disparition des territoires palestiniens. Leur occupation, leur colonisation, l'oppression des Palestiniens, tout ça va continuer certainement, va s'aggraver probablement, mais l'extinction, certainement pas. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la société israélienne va très mal. Elle va très mal précisément par son engagement dans cette guerre tragique, meurtrière, qualifiée par beaucoup de génocide. La société va très mal et on peut espérer un sursaut se manifestera. On en a peut-être quelques éléments ces derniers jours à la suite de la mort de 6 otages qui
qui a fait se retourner la population israélienne contre son gouvernement et pas simplement contre le Hamas ou les Palestiniens. Mais il est certain qu'aujourd'hui, l'image, et ça s'est montré dans de nombreuses études, l'image d'Israël s'est considérablement dégradée parce que même si les gouvernements occidentaux, et il faut le rappeler aussi, un certain nombre de gouvernements arabes et d'autres gouvernements dans le monde, que ce soit dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, que ce soit dans les pays de l'ancienne Europe de l'Est, ou que ce soit, comme vous le mentionniez il y a quelques instants, l'Inde aujourd'hui, de nombreux... donc ce n'est pas simplement une affaire occidentale, c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'idée que c'est ce que le monde fait à la Palestine, et pas simplement ce que les pays occidentaux, même si ce sont eux qui sont à l'avant-garde de ce consentement à l'écrasement de Gaza. Et je crois que on commence à voir aujourd'hui ce que cela pose comme problème pour la société israélienne elle-même. Il y a quelques jours, le chef du Shin Bet, qui est quand même l'organisation de renseignement israélien, parlait de la terreur qui était organisée, il utilisait le mot terreur, organisée par les Israéliens contre les Palestiniens. Alors, ça s'appliquait aux colons et pas à l'État, mais il était en même temps très critique de la politique qui était menée. D'ailleurs, beaucoup de généraux le sont aussi. Donc, il y a peut-être le début d'une prise de conscience de cette situation, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le rapport de force est extraordinairement inégal. Le soutien inconditionnel de très nombreux pays, même lorsqu'ils protestent, lorsqu'il y a un massacre trop visible, des centaines d'enfants qui sont brûlés vifs. Évidemment, là, il y a des protestations des gouvernements occidentaux, mais qui continuent à agir et à affirmer le droit d'Israël à se défendre. Donc la situation, je crois, aujourd'hui est quand même extrêmement sombre. J'ai voulu dans le livre terminer par une petite lueur, et cette lueur, elle peut être apportée à la fois par des comparaisons qu'on peut faire, comparaisons avec d'autres situations particulièrement graves. Je pense notamment à celle de l'Afrique du Sud jusqu'en 1994, un régime d'apartheid, et un passage à la démocratie totalement pacifique. Exemple qu'avait donné aussi Ronnie Broman dans l'entretien. Voilà, mais évidemment, les conditions sont très différentes dans les deux pays du point de vue de ce qui permet. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, il y avait un mouvement à l'intérieur du pays qui était un mouvement démocratique contre l'apartheid de la part des Sud-Africains, blancs ou noirs. Il y avait une mobilisation internationale avec des boycotts qui étaient organisés. Aujourd'hui, en France, si on promeut les boycotts, eh bien, on est passible de peine, d'amende ou voire de prison. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il y avait un grand leader qui est Nelson Mandela, qui était et un homme pragmatique qui était le chef de l'État sud-africain et qui ont pu trouver aujourd'hui, on aurait peut-être un équivalent avec Marwan Barghouti, mais du côté israélien, on ne voit pas qui pourrait être, sachant que le premier est en prison et qu'il purge 5 peines de prison à vie. Et de l'autre côté, eh bien, on ne voit pas qui pourrait être un négociateur pour la paix. Donc évidemment, on peut faire ces parallèles. Et je termine simplement en disant que l'histoire, en reprenant un grand historien allemand, Reinhard Koselleck, qui disait que l'histoire s'écrit
par les vainqueurs, mais que au bout du bout, l'histoire des vaincus finit par être celle qu'on retient. On peut espérer aujourd'hui que ce sera un jour le cas, et dans un Moyen-Orient et surtout dans une Palestine dont les habitants auront retrouvé à la fois la paix et le respect de leurs droits. Totalement. Merci beaucoup Didier Fassin. Merci à vous. Tout ça est à retrouver dans Une étrange défaite, du coup, qui est aux éditions La Découverte. Et ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et moi aussi. Je pense que c'est vraiment aussi dans la continuité aussi de ce qui avait été dit par Alain Grèche et par Ronnie Broman. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.